Lashresat, décembre 1941. Plage de Wim-Manalo, Oahu, territoire d'Hawaï. Le sable brûlait le visage de Kazuo Sakamaki tandis qu'il luttait pour rester conscient, les doigts enfoncés dans la plage, les vagues traînant son corps épuisé. Dans la poche trempée de son uniforme, un journal portait des mots qui pourraient lui coûter la vie. « J'ai failli à l'empereur. La mort est mon seul chemin vers la rédemption. » Les yeux brûlants de sel, il vit un fusil pointé vers sa tête et se prépara à la balle qui mettrait fin à sa honte. Mais au lieu de cela, il entendit quelque chose d'inattendu. « Vous êtes en sécurité maintenant. Nous allons vous fournir des soins médicaux. » Pouvez-vous imaginer le choc? Un soldat japonais entraîné à s'attendre à la torture et à la mort, trouvant la gentillesse chez les ennemis. Restez jusqu'à la fin, et voyez comment cette bonté inattendue a ébranlé l'endoctrinement militaire japonais et transformé des ennemis fanatiques en alliés reconnaissants. Et à la capture et le choc initial. Yam, l'après-attaque de Pearl Harbor. Le matin suivant l'attaque de Pearl Harbor le 8 décembre 1941. Hawaï respirait encore la fumée et les éclats. Le port fumait des navires qui la veille étaient des symboles de puissance gisaient, mutilés, échoués ou inclinés, expulsant des vapeurs, et un silence lourd parmi les ruines. L'île entière vibrait dans une tension hystérique, sirènes ordres. Militaires chuchotés, hommes et femmes, abasourdis, regardant le ciel et la mer incapables d'assimiler la rapidité avec laquelle la normalité était devenue chaos. C'est dans ce décor de doute et de crainte que le caporal David Akui de la 298e Infanterie d'Hawaï effectuait sa patrouille matinale sur la plage de Waimanalo. L'air avait encore le goût salé mélangé à l'odeur d'huile brûlée des empreintes et des débris marquait la bande de sable et la vision de l'horizon semblait plus une ligne d'incertitude qu'une limite connue. À chaque mouvement, il y avait l'attente que l'ennemi puisse réapparaître à tout instant. Et les hommes qui patrouillaient marchaient avec des yeux qui perçèrent la mer prêts à réagir. À une certaine distance, Akui remarqua une silhouette, déplacée dans la monotonie des vagues, une personne étendue sur le sable bougeant avec un effort, presque animal traînant le corps comme celui qui essaye de vaincre non seulement le terrain, mais sa propre volonté d'abandonner. À première vue, Akui pensa à un naufragé ordinaire, un pêcheur entraîné par une tempête, un civil touché par les attaques. Mais en s'approchant, les subtiles incohérences devinrent évidentes, le tissu de l'uniforme, la manière dont l'homme tenait quelque chose dans ses doigts raidis, les yeux mi-clos qui ne demandaient pas de secours mais semblaient chercher une fin. L'homme était trempé, l'uniforme déchiré et collé au corps par l'eau salée, la peau brillait de sel et de sueur, et les cheveux lourds dégoûtaient. Il y avait des signes de lutte, de petites lacérations, des hématomes, peut-être des brûlures. L'image évoquait quelqu'un qui avait été littéralement craché par la mer, un survivant traîné par les courants et par sa propre imprudence d'entrer dans une mission impossible. Quand la distance entre les deux se réduisit, Akui put lire sur le visage de l'inconnu un mélange d'épuisement, de résignation et de honte qui semblait plus ancien que la guerre elle-même. Pour Akui, la scène avait une étrangeté presque irréelle. Il ne s'agissait pas seulement d'un homme blessé, là, dans ses vêtements boueux, se trouvait un ennemi vivant, quelque chose que la rhétorique de la nuit dernière transformait en possibilité lointaine. En voyant l'emblème et les coupes de l'uniforme Akui, l'identifia comme officier subalterne de la marine impériale japonaise. Le nom qui accompagnerait ce visage dans les annales de l'histoire, qu'Akui lirait plus tard dans des rapports et des fiches, était Kazuo Sakamaki. En quelques minutes, presque sans grandiloquence, sans ressentir la solennité de la scène, Akui passa du geste mécanique de la patrouille à la responsabilité. Historique, il avait capturé le premier, prisonnier de guerre japonais sous la garde des États-Unis. L'acte pratiqué avec la naturalité des ordres quotidiens portait avec lui, de manière presque invisible à ce moment, une signification beaucoup plus grande. La capture de Sakamaki n'était pas seulement un événement tactique, c'était l'ouverture d'un chapitre nouveau et profond dans la relation entre deux peuples lancés dans la guerre. La première rencontre, formelle entre la discipline de l'empereur et la discipline de l'adversaire. Pour Sakamaki, cependant, le monde avait rétréci jusqu'à un seul point, cet instant était l'abîme. Depuis l'enfance, jusqu'à son admission à l'académie navale, depuis les exercices en uniforme, jusqu'au rituel d'adieu, il avait été façonné par une éthique qui ne permettait pas d'ambivalence. La vie d'un soldat, répétait professeur et officier,
ne lui appartenait pas. Elle était livrée à l'empereur comme offrande. Le concept de reddition ne figurait pas comme alternative honorable. C'était une erreur inconcevable, un déshonneur qui souillerait le nom de la famille pour des générations. Mourir était rédemption, survivre si humilié était dégradant. Tandis qu'il était conduit par les soldats américains, les pensées pesaient sur lui comme du plomb. Dans son esprit, les images enseignées par des années de propagande et de doctrine se répétaient, prisonnier soumis à des tortures. Spectaculaire confession arrachée de force, déshumanisation publique comme avertissement aux autres. Il imagina chaque scénario plus horrible que le précédent. Coups jusqu'à l'inconscience, lapidation publique, membres mutilés comme exhibition de pouvoir, exécution sommaire sans mot final. Ces attentes n'étaient alors pas des fleurs de la peur, mais des racines plantées par une éducation qui avait fertilisé la haine et la méfiance. La simple idée de rester vivant était pour lui un fardeau insupportable. Il pensa à la famille, aux yeux des parents qui, supposait-il, voyaient maintenant son sang taché de honte, aux ancêtres dont les exploits étaient honorés dans les mémoires du foyer, à tout ce qu'il avait appris sur la continuité et l'honneur qui, dans cette logique, exigeait une fin glorieuse au lieu d'une vie marquée par le mépris. La mort semblait être le seul remède, le seul sacrement capable de laver la tâche. La reddition équivalait à une sentence éternelle, et ainsi le seul choix rationnel dans ce code serait de s'éteindre avant que l'ennemi ne le fasse. Mais alors, entre le bruit des vagues et le froissement des ordres, quelque chose d'inattendu arriva. Oui, la surprise, aucun coup, aucune moquerie, aucune exécution sommaire. Le silence prédominait, brisé seulement par le grincement des équipements et par le bruit rythmé des bottes sur le sable. Autour de Kazuo Sakamaki, il n'y avait pas de cris de haine ni de gestes de mépris, seulement de la prudence de la discipline, et dans certains regards, une pointe de respect contenu. Ce qui devrait être, selon la logique qu'il avait, façonné depuis l'adolescence, le dénouement brutal de son existence. L'humiliation finale avant une mort cruelle se transformait contre toutes les attentes en début d'une expérience qui changerait non seulement sa vie, mais aussi la perception de milliers de compatriotes qui, dans les années suivantes, tomberaient entre les mains de l'ennemi, car ce qui les attendait n'était pas la violence que la doctrine militaire avait promise. Il n'y avait pas de torture immédiate, ni la sauvagerie décrite dans les pamphlets et dans les salles d'instruction. Ce qui les attendait était quelque chose de beaucoup plus dévastateur pour leur esprit et pour l'édifice de croyance qui soutenait leur identité, la bonté. Entre 1941 et 1945, environ 5000 soldats japonais seraient capturés et envoyés dans des camps de prisonniers éparpillés à travers les États-Unis. Beaucoup arriveraient dans des conditions lamentables, blessés, affaiblis par la faim, épuisés par des semaines en mer, ou sur le champ de bataille tourmentés par le poids d'avoir échoué dans leur mission. Mais malgré les différentes histoires, tous partageaient la même terreur, la conviction que la capture signifiait la fin inévitable, un chemin qui passait par la torture et culminait en exécution. Pour eux, il n'y avait pas de place pour imaginer une autre possibilité. La reddition dans leur vocabulaire mental n'existait tout simplement pas. C'était un vide absolu dans les manuels, un vide dans les instructions, une impossibilité dans les codes de conduite. L'Imperial Rescript to Soldiers and Sailors, lui-même rédigé en 1882 par l'empereur Meiji et élevé au statut de texte sacré, était répété comme un mantra dans les académies militaires et dans les casernes. Parmi ces maximes, il y en avait une qui résonnait plus fort que toutes. La mort est préférable au déshonneur. Il ne s'agissait pas seulement d'un enseignement, mais d'un dogme. Un commandement qui ne pouvait être questionné car il faisait partie de l'essence même de ce que signifiait être soldat japonais. Au Japon, dès le plus jeune âge, les recrues étaient rappelés que leur vie ne leur appartenait pas. Elle était propriété de l'empereur, un prêt temporaire, dont le retour ne se faisait que par le sacrifice. Dans ce schéma de valeur, être capturé n'était pas seulement échouer devant l'ennemi, c'était compromettre toute une lignée. Le soldat qui se laissait capturer entraînait avec lui non seulement sa propre honte, mais le déshonneur des ancêtres et la malédiction des descendants. C'était une souillure spirituelle transmise vers l'arrière et vers l'avant, dans le temps une tâche qu'aucune victoire future ne pourrait effacer. Dans cette logique, le suicide n'était pas lâcheté, mais le seul acte capable de restaurer la dignité. Si cette pression ne suffisait pas déjà, la propagande officielle complétait le siège psychologique.
Des films projetés dans des cinémas bondés, des pamphlets distribués dans les casernes et des discours enflammés décrivaient les Américains comme des créatures inhumaines, sans morale ni pitié. Les images projetées étaient grotesques soldats qui arrachaient la peau de prisonniers encore vivants qui dévoraient de la chair humaine dans des actes de cannibalisme qui soumettaient les captifs à des instruments de torture médiévale pour extraire des secrets. Le récit était si insistant qu'il devenait vérité incontestable. Pour un Japonais qui tomberait entre les mains de l'ennemi, il n'y avait aucun doute, il entrait dans un enfer dont il ne sortirait pas. L'ironie cependant était brutale et tranchante. Tandis que le gouvernement impérial inculquait à ses hommes ces visions monstrueuses, c'était l'armée japonaise elle-même qui, à travers l'Asie, semait la terreur réelle. De Nanjing aux Philippines, de Singapour à la Mandchourie, les troupes impériales laissaient derrière elles des cicatrices de massacres, de viols en masse, d'exécutions sommaires, de déportations, de travaux forcés. L'horreur qu'ils enseignaient à craindre chez les autres était exactement l'horreur qu'ils pratiquaient, sans remords. C'est dans ce contexte que la capture de Kazuo Sakamaki gagna un poids symbolique immense. Devant lui, l'ennemi qui devrait représenter la barbarie se montrait capable de quelque chose de beaucoup plus perturbant pour l'esprit endoctriné l'humanité. Aucune torture, aucun spectacle de cruauté, seulement silence respectueux, traitement digne discipline. Cette absence de violence blessait plus profondément que l'acier d'une lame, car elle révélait que le monde n'était pas exactement comme le régime japonais l'avait peint. À cet instant presque imperceptible, les premières fissures apparurent dans la muraille de certitude qui soutenait la loyauté aveugle. Et à travers ces craques commençait à émerger une révélation déconcertante. L'ennemi n'était pas fait de monstres mais d'hommes. Avant de continuer, j'aimerais demander que pensez-vous du contenu est-ce? Intéressant, connaissez-vous quelqu'un qui a participé au conflit de la Seconde Guerre mondiale? Racontez-nous votre histoire, nous serons heureux de vous connaître. Weber. La vie dans les camps et la confrontation avec la bonté. Archirikos. La récupération. Quand Kazuo Sakamaki ouvrit les yeux après le naufrage et la capture pendant un instant, il crut être immergé dans un rêve. Le scénario qui se présentait devant lui semblait impossible, un mirage forgé par l'épuisement physique et par l'esprit dévasté par l'échec. Il n'y avait pas de murs humides, ni de chaînes, ni l'odeur âcre de sang et de rouille qu'il associait aux cachots ennemis. Au lieu de cela, il se trouvait allongé dans un lit propre, enveloppé dans des draps blancs, respirant un air imprégné de désinfectants, de médicaments, et même l'arôme réconfortant de nourriture fraîchement préparée. Des hommes en blouse blanche l'examinaient avec attention clinique, sans signe de cruauté. Des infirmières changeaient ses bandages avec délicatesse, comme elles le feraient avec n'importe quel patient blessé. Des officiers américains qu'ils s'attendaient à voir, avec des regards de haine, parlaient entre eux à voix basse et respectueuse, comme si, devant eux se trouvait non pas un ennemi mortel, mais seulement un être humain affaibli. L'esprit de Sakamaki ne supportait pas une telle dissonance. La honte le rongeait plus que la douleur physique. Tourmenté par le poids de l'échec et par la doctrine qui avait façonné toute sa vie, il implora qu'on lui donne la chance de se suicider. Il croyait que seul le suicide pourrait récupérer une étincelle d'honneur purifiant sa défaite. Mais les Américains refusèrent. Ils ne le ridiculisèrent pas, ne l'insultèrent pas, ne le poussèrent pas au désespoir. Ils répondirent avec une patience ferme, transmettant le message qui le confondait le plus: il n'y aurait pas de martyrs, il n'y aurait pas de spectacle d'humiliation. Il y aurait des soins médicaux, du repos, de la nourriture. Pour lui, c'était incompréhensible, mais indéniable. L'ennemi montrait de la bonté. Des mois plus tard, en mars 1942, Sakamaki fut transféré au camp McCoy dans le Wisconsin. Le voyage lui-même devint déjà une expérience transformatrice. Il ne fut pas conduit dans des wagons sombres de marchandises, comme on transporte le bétail, mais dans un train de passagers. Les sièges étaient doux rembourrés, et des repas étaient servis régulièrement dans des assiettes complètes. En regardant par la fenêtre, il voyait des paysages qui lui semblaient d'une autre planète, des villes entières illuminées, la nuit sans blackout, sans sirène d'alarme, aérienne, sans la panique qui était devenue routine au Japon et dans tant de régions d'Asie occupées. Là était une Amérique en paix, avec elle-même vivant dans l'abondance en pleine guerre. L'opposé absolu de l'image décadente et agonisante que la propagande impériale lui avait vendue pendant des années.
Quand il arriva au camp, le choc devint encore plus profond. McCoy ne ressemblait pas à un cachot. Les logements étaient solides, bien construits, avec des lits superposés alignés des matelas moelleux et des draps propres. Le chauffage central protégeait les prisonniers de l'hiver. Un placable du Wisconsin et des douches chaudes étaient à disposition, un luxe que beaucoup de soldats japonais n'avaient jamais expérimenté même avant la guerre. L'alimentation complétait le tableau d'étonnement. Chaque prisonnier recevait la même ration de 2800 calories quotidiennes, destinée à un soldat américain. Il y avait de la viande fraîche, des légumes, du pain blanc, du riz, du café chaud, du lait, même des desserts occasionnels, comme des puddings ou des parts de gâteau. Au fil des mois, l'administration américaine alla plus loin, notant la difficulté culturelle d'adaptation. Elle ajusta les menus pour inclure plus de riz, du poisson en conserve et même de la sauce soja. Un geste petit en apparence, mais dévastateur en impact psychologique. Des hommes qui avaient survécu dans des jungles tropicales, avec des rations minimales, souvent aigres, infestées de vers ou simplement insuffisantes, recevaient maintenant de la nourriture abondante, nutritive et même adaptée à leur goût. Il était impossible de concilier ce qu'ils avaient été enseignés à attendre, faim coup torture, avec ce qu'ils vivaient réellement en captivité. La différence était si abyssale qu'elle n'ébranlait pas seulement les convictions individuelles, elle corrodait les fondements mêmes de la croyance militaire qui avait façonné toute une génération. Et il y avait plus. Dabu Ver. La transformation de la vision. Les prisonniers japonais, jour après jour, découvraient que la captivité aux États-Unis ne ressemblait en rien à l'enfer qu'ils avaient imaginé. Au-delà du confort matériel, de l'hygiène minimale garantie et de l'alimentation copieuse, il y avait quelque chose d'encore plus déconcertant et inattendu, la liberté spirituelle. Ils n'avaient pas besoin de prier en cachette, de chuchoter des paroles sacrées, avec peur de punition ou d'éviter des regards attentifs. Au contraire, ils pouvaient fréquenter des services religieux, réaliser leurs prières et pratiquer des rituels bouddhistes et shintoïstes avec le soutien actif et même logistique des Américains eux-mêmes. La YMCA, organisation chrétienne, protestante présente dans les camps, fournissait non seulement des Bibles et des matériaux de sa propre tradition, mais aussi des outils et des instruments pour que les prisonniers préservent leurs croyances. L'encens était disponible, des espaces dédiés étaient réservés pour les cultes et cérémonies, et toute la logistique était organisée pour garantir que chaque foi ait sa place d'expression. Pour des hommes endoctrinés à s'attendre à une renonciation forcée ou à une répression religieuse, cela était incompréhensible. L'ennemi ne tolérait pas seulement leurs croyances, il les soutenait et les facilitait. Il y avait encore un autre choc de dimension culturelle et psychologique profonde. Beaucoup des interprètes, gardiens et fonctionnaires des camps étaient Nisei, des Américains d'origine japonaise. Des jeunes qui parlaient un japonais couramment avec des noms de famille qui rappelaient les prisonniers eux-mêmes, des traits familiers et des histoires similaires. Mais ils étaient là en uniforme et loyaux à l'armée américaine. Pour les captifs, contempler leurs compatriotes servant l'ennemi était une vision presque impossible à accepter. Comment accepter que des hommes avec les mêmes ancêtres qui partageaient le même sang puissent lutter contre la patrie mère? Et encore plus, beaucoup de ces Nisei avaient des familles entières internées dans des camps de confinement aux États-Unis, privées de liberté, soumises à des conditions précaires, et malgré cela restaient fidèles au drapeau américain. Cette réalité corrodait le concept d'identité nationale et la doctrine qui enseignait la loyauté absolue au Japon. En été 1944, les prisonniers affrontèrent un autre chapitre de cette déconstruction. De certitude, le travail dans des fermes, éparpillées à travers l'intérieur des États-Unis. Ils partirent certains qu'ils seraient soumis à des journées exténuantes, à la faim et à l'humiliation, comme les alliés qui étaient tombés entre les mains japonaises étaient traités. Mais une fois de plus, la réalité les surprit. Les agriculteurs américains, au début, les recevaient avec méfiance. Ils observaient ces hommes aux yeux bridés, uniformes, rapiécés avec prudence et crainte. Mais peu à peu, la cohabitation quotidienne altérait la perception initiale. Dans les champs côte à côte, prisonniers et agriculteurs travaillaient ensemble, ils labouraient. La terre, récoltaient des fruits, s'occupèrent du bétail et réparaient des clôtures. L'effort partagé commença à créer un lien minimal de respect. Et alors surgissaient
de petits gestes qui déconstruisaient des années de doctrine. Des prisonniers étaient invités à déjeuner, recevaient des instructions détaillées sur les techniques agricoles modernes et en de nombreuses occasions étaient assis à la table de dîner des familles qui les accueillaient. Pour des hommes habitués à imaginer des coups de fouet, des insultes et du mépris constant, l'hospitalité était presque insupportable. Non par cruauté, mais parce qu'elle défiait complètement ce qu'ils avaient été enseignés à croire. Chaque geste, chaque détail fonctionnait comme un marteau contre les piliers de la propagande impériale. Le récit qui peignait les Américains comme des monstres cruels et inhumains s'effondrait peu à peu. Il n'y avait pas d'yeux arrachés de corps brûlés de rire devant la douleur d'autrui. L'ennemi était humain. Et pire encore, il était humain, et les traitait avec dignité, quelque chose qu'aucun manuel militaire japonais ne pourrait préparer à comprendre. La bonté devenait paradoxalement l'arme la plus dévastatrice contre la mentalité façonnée par la doctrine militaire et la propagande de l'Empire. Avant de continuer à explorer cette histoire incroyable de la vie de Kazuo Sakamaki et des prisonniers japonais dans les camps américains, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, laissez votre like et activez la cloche pour recevoir tous nos contenus historiques en primeur, d'accord. Si vous vous intéressez aux curiosités et faits qui montrent le côté humain derrière la guerre, commentez ici en bas. Envoyez plus d'histoires, ainsi vous aider à divulguer la chaîne et nous donner encore plus de motivation pour apporter des récits impressionnants comme celui-ci. Tout va bien. Message donné maintenant. Continuons à plonger dans ce récit qui prouve comment la bonté peut être plus puissante que la violence. La fin du conflit. Noël et les bombes atomiques. L'apogée de ce lent et profond ébranlement psychologique eut lieu à Noël 1944, quand le contraste entre la guerre qui dévastait le Pacifique et la réalité dans les camps de prisonniers aux États-Unis devint impossible à ignorer. Tandis que dans des îles lointaines, les soldats japonais continuaient à se battre jusqu'à la mort souvent, dans des conditions désespérées sur le sol américain. Quelque chose d'extraordinaire se passait, défiant toutes les attentes et croyances qui avaient été inculquées au long d'années de doctrine militaire et de propagande impériale. Des organisations religieuses, des groupes communautaires et des familles anonymes d'États lointains unirent leurs efforts pour envoyer des paquets de cadeaux aux prisonniers. Chaque boîte était un fragment d'humanité au milieu du chaos global. À l'intérieur se trouvaient des articles qui, pour les hommes habitués à la pénurie de la guerre, semblaient incroyables. Chaussettes de laine épaisse, écharpes tricotées à la main, savon, parfumés, bonbons faits maison, cigarettes, articles d'hygiène personnelle, soigneusement emballés. Chaque objet portait un message silencieux mais puissant d'empathie et de soin. Le geste atteignait même les prisonniers bouddhistes et shintoïstes qui reçurent des paquets accompagnés de cartes colorées griffonnées par des enfants américains avec des vœux de paix, santé et bonheur. Petits symboles d'humanité destinés à des hommes qui, jusqu'alors, avaient été dépeints comme des monstres par le gouvernement japonais lui-même. Et puis vint le dîner de Noël. Le réfectoire du camp McCoy se transforma en un banquet qui rappelait une célébration familiale, un contraste brutal avec les horreurs qu'ils avaient dû laisser derrière eux. Sur les tables apparurent des plats, copieux et soigneusement préparés, dinde rôtie, jambon glacé, tarte aux fruits purés de pommes de terre crémeuses, légumes variés, salades, fraîches, pain moelleux, fruits citriques et desserts sucrés que beaucoup n'avaient eux-mêmes jamais imaginé goûter en temps de guerre. Pour ceux habitués à une ration minimale souvent aigre ou insuffisante, cela semblait un geste presque incroyable, jusqu'à offensant, comme si c'était une provocation. Mais il n'y avait pas de provocation. Il n'y avait pas de cynisme, il n'y avait pas de sarcasme. C'était de la pure et simple générosité, un acte de bonté qu'aucun manuel de guerre ne pourrait prévoir. Chaque détail de cette nuit laissait des cicatrices et des fissures dans la muraille psychologique qui soutenait la loyauté aveugle des prisonniers. Comment concilier les années de propagande qui peignaient les Américains comme des barbares cruels et impitoyables avec la réalité concrète d'eux? Cadeaux envoyés par des enfants, de repas copieux et d'une célébration qui cherchait la joie et la dignité même d'ennemis capturés. Pour beaucoup, cette expérience fut une révélation dévastatrice. La guerre n'était pas seulement l'affrontement d'ennemis, mais aussi la découverte que l'ennemi
pouvaient être capables de compassion. Noël 1944 ne représenta pas une victoire militaire, mais une victoire morale qui questionnait des décennies d'endoctrinement et de conditionnement. Quelques mois plus tard, un autre choc profond atteindrait les fondements de l'esprit des prisonniers japonais, les bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki. Quand les premières nouvelles arrivèrent, il semblait impossible d'y croire. Une seule explosion capable de détruire une ville entière. Des soldats expérimentés habitués au bombardement conventionnel avaient des difficultés à comprendre l'échelle de la destruction. Initialement, il y eut incrédulité, moquerie, même déni. Mais graduellement, des rapports officiels confirmèrent la vérité indéniable: le Japon avait été frappé par un pouvoir de destruction sans précédent dans l'histoire humaine. Le plus surprenant ne fut pas la nouvelle en soi, mais la réaction des Américains. Les prisonniers s'attendaient à voir des rires de célébration des festivités et même de l'euphorie devant la défaite totale de l'ennemi. Ils s'attendaient à témoigner de la fierté et de l'exaltation de soldats qui avaient à participer à la destruction. Mais ce qu'ils trouvèrent fut l'opposé complet. Des aumôniers chrétiens conduisirent des prières pour toutes. Les victimes des officiers demandèrent silence et réflexion devant la tragédie. Et il y avait une tristesse, palpable dans les regards de ceux qui avaient exercé le pouvoir sur la destruction. Il y avait du regret, de la compassion, conscience que bien que la guerre ait été raccourcie, elle avait coûté la vie à des dizaines de milliers d'innocents. Pour les prisonniers japonais, entendre leurs ennemis déplorer la mort de leurs compatriotes fut un coup moral encore plus dévastateur que le pouvoir destructeur des bombes lui-même. Jusqu'alors, ils avaient été entraînés à croire que l'humanité était toujours de leur côté et que les Américains étaient sans âme, assoiffés de mort et de souffrance. Cette démonstration de compassion révéla que le monde était beaucoup plus complexe que le régime japonais avait enseigné et que l'ennemi n'était pas seulement humain, il pouvait être juste, empathique et conscient de la douleur d'autrui. Dans ces moments, beaucoup de soldats japonais réalisèrent que les certitudes rigides qui soutenaient leur vie, leur honneur et leur sens d'identité se défaisaient. L'ennemi, qui devrait être impitoyable, cruel et inhumain, se montrait capable de gestes qui minaient les fondations de toute une génération d'endoctrinés. Der Cadre, l'après-guerre. Le 15 août 1945, l'inimaginable arriva. Pour la première fois dans l'histoire moderne, l'empereur Hirohito, enveloppé par des siècles de tradition et de révérence qui le maintenaient distant du peuple, s'adressa directement à la nation par la radio. La voix du Tenno résonna dans les foyers japonais, mais pas pour convoquer ses sujets à un sacrifice final, ni pour inciter à la haine ou à la résistance jusqu'au dernier homme. Au contraire, elle annonçait la reddition inconditionnelle du Japon. Pour les prisonniers dans les camps américains, incluant le camp McCoy dans le Wisconsin, le message fut un choc profond. Toute la doctrine qui les préparait à lutter jusqu'au dernier souffle s'effondrait en quelques secondes. La guerre, qui pour eux devrait être interminable et sanglante jusqu'à l'anéantissement, était arrivée à sa fin. Au camp McCoy, il revint au colonel Harold Rogers de communiquer la nouvelle aux prisonniers. Il s'approcha avec une posture ferme, mais un respect perceptible dans le ton de voix, reconnaissant la complexité d'informer des hommes qui jusqu'à peu de temps étaient entraînés à le voir comme ennemi absolu. Ses paroles furent claires mais chargées d'humanité. La guerre est finie. Vous rentrerez chez vous. Jusqu'à là, vous restez sous notre protection. Vous êtes arrivés comme ennemis. Vous partirez comme amis. Le silence qui suivit fut presque palpable. Certains prisonniers restèrent immobiles, incapables de traiter l'ampleur de l'annonce. D'autres ressentaient un mélange confus de soulagement et de honte, comme si l'existence même devenait soudain un dilemme moral. Pour tous, cependant, cet instant représentait le début de quelque chose de totalement nouveau, la possibilité de reconstruire, de renaître, et de réévaluer tout en quoi ils avaient été endoctrinés. Dans les mois suivants, la disparité entre attente et réalité devint encore plus évidente. À la fin de 1945, les camps offrirent plus que la simple libération: vêtements neufs, paquets de fournitures, petites sommes d'argent. Mais le geste le plus transformateur vint sous forme d'éducation et de formation. Des cours professionnels furent organisés dans les camps eux-mêmes, couvrant l'agriculture, l'électricité, la menuiserie, la construction civile et même la maintenance mécanique. Des hommes qui avaient été entraînés seulement à détruire et tuer apprenaient maintenant à cultiver, ériger des structures, réparer des moteurs et travailler collectivement dans des projets productifs.
C'était comme si les Américains préparaient ceux qu'ils considéraient comme ennemis non seulement à survivre, mais à reconstruire le pays dévasté auquel ils retourneraient. L'impact individuel de cette transformation fut profond. Parmi tous les prisonniers Kazuo Sakamaki, le premier Japonais capturé par les États-Unis dans la guerre, devint l'exemple le plus emblématique. Lors de son rapatriement, il ne revint pas comme simple survivant, mais comme un homme façonné par l'expérience de dignité au milieu de la défaite. Il entra chez Toyota, construisit une carrière et des décennies plus tard, atteignit la présidence de la filiale brésilienne de l'entreprise. Sa trajectoire illustre le pouvoir durable d'un traitement humain, avoir été reconnu comme personne, et non seulement comme ennemi, altéra pour toujours la vision qu'il avait du monde et de sa propre vie. L'impact collectif fut aussi significatif. Beaucoup d'ex-prisonniers appliquèrent les connaissances acquises en terres étrangères pour moderniser l'agriculture et l'industrie japonaise, aidant à la reconstruction d'un pays dévasté par la guerre. D'autres agirent comme pont culturel entre Japon et États-Unis, portant avec eux des mémoires vivantes que la réconciliation était possible même entre peuples autrefois ennemis. Des hommes qui arrivèrent au camp avec peur de la torture ou de la mort retournèrent comme agents de transformation, témoignages vivants que l'humanité même en temps de conflit pouvait prévaloir. Dans le bilan final, la plus grande victoire américaine ne fut pas mesurée seulement en termes militaires ou stratégiques. Ce fut une victoire morale et psychologique. En traitant les prisonniers avec respect, les États-Unis réussirent à miner l'endoctrinement, le plus rigide du régime japonais, corrodant la loyauté aveugle et plantant les graines d'une future coopération et amitié entre nations qui, quelques années auparavant, se voyaient comme ennemis mortels. L'histoire de Kazuo Sakamaki et de milliers de prisonniers japonais dans les camps américains demeure comme un rappel intemporel, la bonté même au milieu de la guerre peut être plus puissante que la violence. Elle ne détruit pas seulement les corps, mais corrode les préjugés, désarme les haines profondément enracinées et transforme des ennemis fanatiques en alliés potentiels. Plus que les armes ou les stratégies, ce fut l'humanité qui laissa des marques indélébiles dans la mémoire de toute une génération. Qu'avez-vous pensé de la vidéo d'aujourd'hui? Connaissiez-vous déjà l'histoire de Kazuo Sakamaki et de comment les prisonniers japonais furent traités dans les camps américains? Avez-vous un autre épisode de la Seconde Guerre mondiale que vous aimeriez voir ici? Racontez-nous dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vérifier si vous êtes abonné à la chaîne, laissez votre like et activez la cloche pour ne manquer aucune nouveauté historique, d'accord? À la prochaine. Et préparez-vous à connaître plus de récits incroyables de guerre et d'humanité.